Vous êtes en direct pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe de Villiers, bonsoir. Bonsoir Elliot. Est-ce que vous allez bien? Ça va bien parce qu'en fait, on est tous les trois dès le début de l'émission. Geoffroy Lejeune, je crois que ça vous était adressé. Bonsoir, cher Geoffroy. J'ai été en retard une fois et ça me sera reproché jusqu'à la fin des temps. Il n'a pas la mémoire courte. Ah non, pas du tout. Non, mais il a raison. Et alors, attendez, il a raison, au début, il y avait très peu de monde qui nous regardait, c'est normal, ils ne connaissaient pas l'émission. Donc il était en polo, etc. Bon. Et maintenant ça donne l'aune de notre succès. Oui. Il met une cravate. Et il est d'une élégance. Alors c'est la seule émission où il met une cravate. Alors, c'est possible. Mais en tous les cas, Geoffroy Lejeune, vous êtes aussi élégant que brillant. Et il y a un point commun d'ailleurs entre l'émission, Elliot, votre émission, notre émission, et le JDD. C'est la montée continue. Ça, c'est vrai. Et c'est grâce à vous. Et c'est news. Et on remercie les téléspectateurs et les auditeurs de nous écouter toujours attentivement. Philippe de Villiers, on va commencer l'émission. Cette semaine, il n'aura été question dans les médias que d'une seule actualité politique, le changement de Premier ministre et de gouvernement. Pendant ce temps-là, la colère gronde, et tout particulièrement celle des agriculteurs. Un mouvement historique se déroule sous nos yeux, dans l'indifférence la plus totale, notamment en Allemagne. On parle de 10 000 agriculteurs allemands lundi prochain pour une manifestation inédite de par son ampleur. Mais en France, voilà des années que nos agriculteurs souffrent en silence. Pourquoi on n'en parle pas, Philippe de Villiers? Parce qu'ils sont moins nombreux qu'avant. Il faut savoir ce qui leur arrive, en fait, aux agriculteurs européens, et notamment aux agriculteurs français. Premièrement, il y a la pluie de sauterelles des normes, au nom du Green Deal, du réchauffement climatique. On leur inflige des normes discriminatoires par rapport aux paysans du monde entier. Deuxièmement, au nom de la guerre en Ukraine, derrière l'OTAN, les commissaires de Bruxelles ont décidé d'ouvrir les marchés de céréales ukrainiennes qui inondent l'Europe, et en particulier l'agriculture allemande. Et troisièmement, c'est l'idéologie libre-échangiste des commissaires qui signent ou présignent des accords, par exemple, de libre-échange avec, par exemple, le Mercosur, sans se préoccuper de l'incidence de ces accords sur l'agriculture européenne. Et vous voyez, je suis content que vous commenciez comme ça, parce que j'ai reçu hier une lettre qui m'a bouleversé, de quelqu'un que j'aime beaucoup. Les jeunes générations ne le connaissent pas forcément, il s'appelle François Guillaume. Ça a été un grand ministre de l'Agriculture. C'était le grand patron du syndicalisme dans les années 70-80. Un bûcheron, l'œil bleu de la Lorraine, un charisme incroyable. Et il m'a écrit une lettre dans laquelle il dit « Philippe, c'est tragique. La France est en train de perdre sa souveraineté alimentaire. La France est en train de perdre ses paysans. Jadis, on disait, dit-il, quand on était syndicaliste, pas de pays sans paysans. Et je pense toujours à la phrase de Jacques Elias, le poète breton, qui glisse une confidence dans son livre « Le cheval d'orgueil ». Un paysan qui meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle. On aurait très bien pu commencer cette émission en parlant du remaniement, en parlant du nouveau Premier ministre. Mais cette émission, c'est la France qui nous rassemble également, et c'était important de rendre hommage aux agriculteurs français. Est-ce que si on n'en parle pas, Philippe de Villiers, c'est en quelque sorte parce qu'on a peur que les gilets jaunes d'hier soient les agriculteurs de demain? Probablement, et je pense que ça va mal se terminer parce qu'ils se sentent complètement abandonnés. Songez, je l'ai déjà dit, mais je le répète, qu'on est en train de compter leur cheptel au nom du principe que les vaches fabriquent du CO2, du méthane. Donc, en fait, quand il n'y aura plus de vaches, quand il n'y aura plus de veaux, comme dirait De Gaulle, il restera peut-être des Français, mais il n'y aura plus d'agriculture française.
Et quand il n'y aura plus d'agriculture française, ce n'est pas les bobos écolos qui viendront entretenir les prairies, entretenir nos paysages. Ce qu'on est en train de faire là, on est en train d'installer des éoliennes partout, donc on massacre les paysages, on massacre les haies, et on dit aux agriculteurs, vous êtes trop nombreux. Vous savez ce qu'ils sont en train de faire en fait, l'Europe? Et je réponds à votre question. Ils sont en train de sacrifier la petite exploitation familiale au nom d'une agriculture agro-industrielle avec des géants mondiaux. Voilà. Là aussi, le mondialisme fait ses ravages. Eh bien, pensons aux agriculteurs français, qui sont entre 300 et 400 000 agriculteurs. J'étais cet après-midi au téléphone avec l'un d'entre eux qui nous disait qu'un tiers des agriculteurs toucherait quasiment 500 € par mois. Ce vendredi, Emmanuel Macron a réuni Philippe de Villiers à l'Élysée, l'ensemble des ministres qui composent ce nouveau gouvernement. Passons à la politique donc. Au travail, a lancé le chef de l'État, mais pas que, selon les informations du service politique d'Europe 1. Voilà ce qu'aurait dit Emmanuel Macron. C'est très intéressant. Votre mission est d'éviter le grand effacement de la France face au défi d'un monde en proie au tumulte. Si vous ne vous en sentez pas capable, quittez cette pièce à l'instant. Évitez le grand effacement, le déclin français, Philippe de Villiers. C'est pas un peu d'extrême droite, ça? C'est extraordinaire. Vous êtes sûr qu'il a dit ça? Ah bah oui, j'ai une pleine confiance au service politique d'Europe 1, bien sûr. Alors, le grand effacement, pour avoir utilisé cette expression pendant 40 ans à peu près, je me sens concerné. On disait, ouais, les déclinistes. Et je vais vous dire, c'est un miracle. À mon avis, c'est quand il est allé à Notre-Dame. Et je connais ce genre de miracle parce que c'est le deuxième miracle à mes yeux, puisque le premier miracle, je l'ai vécu avec Emmanuel Macron, quand il est venu au Puy du Fou. Ouais. Je l'ai amené devant l'anneau de Jeanne d'Arc. Il s'est retourné vers la presse et il a eu cette phrase que vous pouvez retrouver, qui a été enregistré par tous les journalistes qui étaient sidérés. Il regarde l'anneau, il se retourne, il met la main sur l'épaule de Brigitte, et l'autre main sur mon épaule, et il dit, il hésite quand même, c'est dur. Mais le miracle arrive, je ne suis plus socialiste. Et donc là, c'est le deuxième miracle, le grand effacement. Et le troisième miracle, à mon avis, c'est la nuit de Pascal qui va arriver, ça va être le grand remplacement. Alors là, la boucle sera bouclée. Geoffroy Lejeune. Vous en demandez beaucoup. Mais ces victoires sémantiques, est-ce que vous pensez qu'elles annoncent un changement de cap, de direction, de conception sur beaucoup de choses? Vous, Emmanuel Macron, vous l'avez connu au Puy du Fou, comme vous l'avez dit, et ce jour-là, il a fait sa révélation sur le fait qu'il n'était pas socialiste. Entre-temps, il vous a aussi beaucoup déçu. Est-ce que vous espérez à nouveau avec ce qui est en train de se passer en ce moment, ou est-ce que vous êtes dubitatif? Je suis dubitatif. Ouais. Mais il faut être factuel pour être crédible. Alors, je vais être factuel. Pour que le nouveau Premier ministre et son gouvernement réussissent, il y a 4 conditions. Elles ne sont pas alternatives, mais cumulatives. Première condition, il faut un nouveau cap. Parce que réussir, ça veut dire sauver les œuvres vives dont je parlais ici même avant Noël, les œuvres vives du paquebot, qui sont en perdition, le paquebot est en train de couler. Un nouveau cap, ça veut dire il y a un trou dans la coque, trou financier, il y a une quille qui se promène sous le bateau, la quille de la souveraineté qui branle, et puis le gouvernail est parti à Bruxelles, etc., etc. Donc, nouveau cap. Est-ce qu'il en est capable? C'est pas la même chose que la Baïa, là, c'est plus large. Et puis là, c'est pas simplement des mesures réglementaires, il va falloir des lois, etc. Première condition. Deuxième condition, l'autonomie. Il faut que le Premier ministre puisse appliquer l'article 20, il gouverne la France, mais il faut qu'il soit autonome. Or, c'est le fils prodige du macronisme.
Donc il faut qu'il s'émancipe dans des bonnes conditions harmonieuses, dans une hyper-présidentialisation, comme dirait Gérard Larcher. La troisième condition, c'est l'autorisation de Bruxelles. C'est Bruxelles qui commande. On l'a vu en matière d'immigration, dans tous les domaines. Je répète que les lois françaises sont des transpositions des lois européennes, des règlements européens. Et puis, la dernière condition, et là on entre dans le vif du sujet, je suppose, il faut avoir une majorité. Parce que si vous n'avez pas de majorité, vous faites comme là depuis la présidentielle. Vous faites ce qu'on appelle dans le Vendée Globe du cabotage. Philippe de Villiers, vous avez commencé à en parler. On va revenir sur Gabriel Attal. À 34 ans, Gabriel Attal, qui, je le rappelle, a été formé au Parti socialiste, strauss-kahnien convaincu, est devenu le plus jeune Premier ministre de la Ve République. On va l'écouter, ce nouveau chef du gouvernement. C'était lors de la passation de pouvoir cette semaine, non loin d'Elisabeth Borne. La France ne rimera jamais avec déclin, car la France, elle rime avec sursaut, elle rime avec audace, elle rime avec grandeur. Et c'est précisément à cette tâche que je vais m'atteler sous l'autorité du président de la République. Garder le contrôle de notre destin, c'est lutter pour la maîtrise de notre modèle social. C'est agir pour la solidarité entre les Français. C'est assumer de faire de l'autorité et du respect de l'autre une valeur politique de premier ordre et de la sécurité un objectif absolument prioritaire. C'est agir pour le renforcement de nos services publics, au premier rang desquels l'école, j'en parlais il y a un instant, mais aussi la santé et en premier lieu, évidemment, notre hôpital. C'est renforcer notre souveraineté nationale et celle de l'Europe en maîtrisant mieux notre immigration. C'est garantir l'avenir de notre planète qui est le bien commun de notre humanité. Quand on écoute Gabriel Attal, j'ai une question, Philippe de Villiers. Est-ce que pour Emmanuel Macron, Gabriel Attal est un bon choix ? Alors, c'est un joli coup tactique. Il faut le reconnaître. Dans la pharmacopée présidentielle, que j'ai eu l'occasion de visiter à plusieurs reprises, pour avoir fréquenté les lieux et les hommes, il y a 2 remèdes quand vous allez mal. La transfusion sanguine et l'antidote. La transfusion sanguine, ça consiste à transfuser, je parle à un fils de médecin, à transfuser un corps fatigué avec un corps fortement vitaminé. Bien joué. Transfusion de popularité. Ça dure qu'un temps, mais bon, un blessé au bord de la route, ça lui permet d'aller jusqu'à l'hôpital. Après, on verra. Et deuxièmement, un antidote. Le jeunisme pour soigner le jeunisme. Vous savez, la tragédie de la vie, c'est que on devient vieux trop tôt et on devient sage trop tard. Mais le jeunisme, c'est le hochet politique des sociétés vieillissantes. Nous sommes une société qui fait plus d'enfants. D'ailleurs, il n'y a pas de ministère de la famille. C'est fini. On fait venir les immigrés à la place des Français. Et le jeunisme, c'est fascinant. Dans une société vieillissante, on recherche le jeune comme un véritable trésor avec le magnétomètre à protons. Et là, on a trouvé un jeune qui est bon, qui est agile, qui est habile, qui est souple d'échine et souple d'esprit. Geoffroy Lejeune. Quand il a été nommé à l'Éducation nationale, vous avez été critique au début, avant qu'il ait commencé. Puis vous avez dit, finalement, il y a quand même du bon à tirer de ce Gabriel Attal à l'Éducation nationale. Qu'est-ce que vous pensez de Gabriel Attal, Premier ministre ? Est-ce que vous avez des espoirs dans ce qu'il va faire ? Comment vous le jugez à l'aune de ce qu'il va faire à partir de maintenant ? Alors, il faut faire très attention en politique. On peut toujours être surpris.
Est-ce que vous l'avez été au moment de son passage très rapide? Oui, justement. Ok. Voilà. Donc, alors, je vais vous dire qui est Gabriel Attal. Bon. Mais je ne réponds pas à votre question. Je dis simplement ce qu'il a fait au ministère de l'Éducation nationale nous a tous surpris. Parce qu'il a enchaîné les performances en allant de la gauche vers la droite. C'est-à-dire qu'il a piqué tout le patrimoine d'idées de la droite depuis 40 ans. Bon, la Baïa, les groupes de niveau, etc. Donc, il ne faut pas être péremptoire. Alors, Gabriel Attal, je viens de le dire, il est agile. C'est-à-dire, il a un instinct. À cet âge-là, c'est assez étonnant. Alors, moi, je ne critique pas du tout la jeunesse, je vais vous dire pourquoi. Un jour, j'ai parlé avec Giscard. Quand il est venu au Puy du Fou, il m'a dit « Vous avez fait ça il y a combien de temps ?» J'ai dit « J'avais 28 ans. » Il me dit « C'est bien, c'est l'âge où on fait des choses. » Je dis « Pourquoi vous dites ça ?» Il dit « Parce que quand on a trop d'expérience, on voit les obstacles sur la route, alors que quand on est jeune, on ne les voit pas et on les avale. » Moi, j'ai été nommé secrétaire d'État à 37 ans. Donc, je comprends très bien. J'en veux pas au président de la République d'avoir nommé un jeune Premier ministre de 34 ans. Habile, qui a de l'instinct. Ensuite, c'est un as de la com. C'est vraiment l'archange Gabriel qui annonce. Alors, c'est spécialiste, enfin, c'est un ouvreur de chantier. Après, il ne termine pas, ben, il n'a pas le temps. Il est sur autre chose. Voilà. Mais surtout, il est polyglotte, je crois. C'est-à-dire que il parle à la gauche, évidemment, très bien, puisque c'est sa langue maternelle, la gauche. Mais il parle couramment la langue de la droite. Et ça, c'est fort. Parce que du coup, il envoie des messages et des mots, comme on l'a vu sur le perron, qui sont pris au pied de la lettre et qui font douter en disant « Mais c'est extraordinaire, cet homme est en train de muter. C'est un alchimiste qui, avec ses cornues, est en train de faire des nouveaux mélanges. » Voilà. Alors, j'ajoute un point qui est peu connu, c'est qu'il a été repéré très tôt, en fait, et pas par la France, par le Forum de Davos. Il a été distingué comme Young Global Leader par le Forum de Davos. C'est-à-dire qu'en fait, il a appris très tôt à communier sous les deux espèces du mondialisme, capitalisme globalisé, et du progressisme sociétal. Ce qu'il a préparé, ce qu'il prépare à faire ce qu'il va devoir faire aux ordres du président de la République très vite, le raccourcissement de la vie par les deux bouts, avec l'avortement constitutionnel et l'euthanasie et le suicide assisté. Justement, Philippe de Villiers, quel est votre pronostic sur sa réussite à Gabriel Attal? Alors, il ne peut réussir que s'il traite les maux de la France en profondeur. Est-ce qu'il a conscience que le pays est au bord de l'abîme? Tout à l'heure, il y a 1 heure, il y avait une dame qui a un commerce depuis 20 ans dans le sud de la France, qui a été cambriolé 3 fois, il ne s'est rien passé. C'est ça la France aujourd'hui. Et est-ce qu'il a conscience de ça? Bon, moi ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, comme je suis un provincial, j'ai un maniaque des numéros de département que j'ai appris par cœur quand j'étais petit. Et là, j'ai regardé, en fait, il y a des régions entières, qui n'ont pas de ministre. Et donc, sauf erreur de ma part, j'ai compté que sur 15 ministres, il y en a 10 franciliens. C'est trop? Ben, c'est-à-dire que c'est un gouvernement francilien, voilà. Et en tant que Vendéen, ça vous pose problème? Ben, je ne sais pas, vous, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont discuter francilien, la langue francilienne.
Autre Voilà. question, Philippe de Villiers. Là, c'est très important. Beaucoup ont commenté ce changement de Premier ministre en se posant cette question. Est-ce que c'est un coup dur pour la droite ? Je ne parle pas du changement de ministre et de la nouvelle composition. Là, je parle uniquement de Gabriel Attal. Et je reviens sur ce que vous avez dit. Vous avez dit, il parle bien à la droite. Donc, est-ce que c'est un coup dur pour la droite ? Alors, tout le monde le croit, mais moi, je ne le crois pas. Je pense que c'est une aubaine pour la droite. Et je voudrais vous expliquer pourquoi, avec mon expérience. Pendant 40 ans, qu'a fait la droite ? Elle a parlé à la droite avec les mots de la gauche. Et ça l'a perdu. C'est-à-dire, par exemple, le vivre ensemble, les quartiers sensibles, la politique de la ville, les territoires, etc. etc. On arrête là la sémantique, mais on peut passer la soirée là-dessus. C'était la gauche qui proposait la sémantique et la droite prenait la sémantique. Elle n'osait pas parler de la droite, jamais. Moi, je me souviens très bien, je ne veux pas citer de nom, mais même Chirac, un jour, je lui ai dit, vous qui êtes de droite, il dit, oh, jamais ! Si vous disiez que vous étiez de droite, c'est épouvantable. Bon, économie de marché, tu vois, bon, voilà. Famille, nation, oh, voilà. Donc en fait, la droite, elle a disparu. La gauche n'avait pas besoin de parler comme la droite. Elle avait son discours, son langage, sa langue, sa sémantique. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il se passe l'inverse. C'est la gauche qui court après les mots de la droite et qui les adopte. Le grand effacement, et maintenant autorité, souveraineté, et ça va continuer. Sécurité, etc. Bon. C'est en fait ce qui va faire le Premier ministre et son gouvernement, ils vont acclimater le corpus idéologique de la droite. Et ce faisant, il pratique ce que mon voisin à la Macarrière, quand j'avais 10 ans, qui s'appelait Samuel Gilbert, dont j'ai déjà parlé, qui est ma référence, un jour me disait, mon petit gars, quand c'est que tu te risques à aller semer dans le champ du voisin, c'est pas toi qui récolte, c'est le voisin qui moissonne. Philippe de Villiers, très rapidement, on a parlé donc de ce coup dur ou non pour la droite avec le changement de Premier ministre et le changement de ton. Parlons à présent du gouvernement, du remaniement. Il pourrait être frappé du sceau de Nicolas Sarkozy, Catherine Vautrin, Rachida Dati, respectivement ancienne porte-parole et garde des Sceaux sous la présidence sarkozyste. On rejoint les deux, Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu ou encore Gérald Darmanin. Que pensez-vous, Philippe de Villiers, de ce remaniement ? Rapidement, comme la réponse, s'il vous plaît. Alors, c'est un remaniement qui est très bon pour la presse. C'est vrai. Et pour les franciliens. Le jeu de chaises musicales est plutôt réussi. On a les ténors, on a les percussions qui restent, le premier violon qui reste. Et puis on ajoute 2 flûtes traversières qui vont ajouter leurs notes et qui viennent d'un orchestre, qui est l'orchestre d'en face, qui était un orchestre philharmonique dans le temps et qui devient un orchestre de chambre. Donc, Rachida Dati, Madame Vautrin. Le chef d'orchestre est réputé avoir la baguette agile et celui qui compose, il est à l'Élysée, il va suivre avec bonheur les exercices de ces chaises musicales quand elles vont se mettre à jouer ensemble. Mais je ne suis pas sûr que ce qui vaut pour le pays virtuel, la presse, vaille pour le pays réel. Pourquoi ? Et là, j'entre dans le vif du sujet. Parce que ce qu'attend le pays réel, c'est un redressement, pas un remaniement. Et pour faire un redressement, il y a 2 conditions. La première, c'est un nouveau cap, une nouvelle ligne. Et la deuxième condition,
c'est le déplacement de la tectonique des plaques, c'est-à-dire arracher un morceau de l'opposition pour faire une majorité. Or, ce n'est pas le cas. Un débauchage, un casting ne remplace pas une nouvelle majorité. Et c'est la grande défaillance de ce remaniement qui n'est pas, hélas, un redressement. La publicité, on revient dans un instant, Philippe de Villiers. On reviendra encore un tout petit peu sur cette question de remaniement, mais je sais que les téléspectateurs ou les auditeurs ont apprécié énormément lorsqu'on se plonge dans notre histoire. Avec, je le dis, on a des très belles thématiques. On reviendra sur le grand froid. Je donne juste un indice. J'ai retrouvé une séquence extraordinaire d'un débat que vous avez eu avec un certain Pierre Moscovici. Il doit être content, Pierre Moscovici, parce que normalement, il aurait dû être au cœur de l'actualité cette semaine, lui qui a reporté la publication de ce rapport sur l'immigration illégale. J'ai retrouvé, elle date de 2004, c'était il y a 20 ans. Très intéressant. On voit ça juste après la publicité. Nous sommes toujours en direct pour Face à Philippe de Villiers, avec Philippe de Villiers bien sûr et Geoffroy Lejeune. Parlons très rapidement de Rachida Dati, qui c'est le coup médiatique qui depuis jeudi soir et l'annonce du gouvernement alimente tous les débats télé. Il est 19h46 ce jeudi lorsqu'Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, annonce le nom de la nouvelle ministre de la Culture. 10 minutes plus tard seulement, Éric Ciotti tweet: Rachida Dati a fait le choix d'entrer au gouvernement. Elle se place en dehors de notre famille politique. Elle ne fait désormais plus partie des Républicains. Nous sommes dans l'opposition. Nous tirons donc les conséquences de son choix avec regret. Quel regard vous portez sur ce choix-là et cette décision de Rachida Dati d'intégrer le gouvernement? Ces coups-là, quand on pique quelqu'un dans le camp d'en face, ça ne marche jamais. Est-ce que vous vous souvenez de Sarkozy? On a eu avec Sarko le Karcher, il nous a promis le Karcher et on a eu Kouchner. Voilà. Donc Rachida Dati, donc la porte est fermée. Donc en fait, quand Chirac, en 1974, quitte Chaban pour rejoindre Giscard, il rejoint Giscard avec 40 députés. Là, c'est un fait politique. Mais là, Rachida, c'est de la com. Bon, cela dit, moi, je suis très content pour la culture, très content pour le ministère, très content qu'elle ait remplacé, qui vous savez, la Papendiaï de la culture. Et Rachida, je la connais bien. On était ensemble députés européens, on se connaît bien. J'ai beaucoup d'estime pour elle. C'est une femme qui a de la poigne. Elle est cultivée, elle vient des milieux populaires, donc elle sera pour la culture populaire, c'est une grande nouveauté. Je peux vous raconter une anecdote. Je suis avec Nicolas de Villiers, mon fils, et Laurent Albert à Los Angeles. On récupère l'Oscar du plus beau parc du monde, Puy du Fou. Et j'ai à peine le temps de répondre à la presse américaine que je reçois un appel urgent. C'est Rachida, en dépit du décalage horaire, qui m'appelle, dit « Bravo Philippe, toute la France t'embrasse ». Vous voyez, c'est quelqu'un qui a la délicatesse. Et je lui dis « Toi, tu serais une bonne ministre de la Culture ». C'était en 2012. Visionnaire. La prescience. Il y a 12 ans déjà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le remaniement Philippe de Villiers. Il y en a un qui s'en sort très bien, qui n'est pas au gouvernement, mais aurait dû être au cœur de l'actualité politique, c'est Pierre Moscovici. On en a un peu parlé la semaine dernière. Le président de la Cour des comptes assume avoir volontairement reporté la publication du rapport sur l'immigration illégale. Or, on manque de tout sur cette question-là, Philippe de Villiers, et vous l'avez dit la semaine dernière. Il s'avère que vous avez déjà débattu en 2004 avec Pierre Moscovici. On est en pleine campagne pour les européennes. Vous êtes tous les deux sur France Télévisions et vous allez aborder une question qui vous tenait à cœur à l'époque, la question turque et l'adhésion ou non de la Turquie dans l'Union européenne. Regardez, écoutez, tendez l'oreille, cette séquence mérite d'être bien entendue. Premièrement, elle n'est européenne ni par sa géographie, ni par son histoire, ni par son univers culturel. Deuxièmement,
c'est la plateforme aujourd'hui du terrorisme, de la drogue, de toutes les mafias, ce qu'on appelle la route des Balkans. Et troisièmement, le nouveau processus de décision que Pierre Moscovici connaît très bien, puisqu'il l'a négocié avec Jacques Chirac et Lionel Jospin à Nice. Et le processus de décision de la future Constitution européenne, hélas, s'appuie de plus en plus sur le poids démographique. Nous avons, contrairement à ce que vous dites, et je reprends votre première objection, une histoire commune avec la Turquie qui est extrêmement ancienne. Et nous avons cette histoire commune et nous avons des engagements. Moi, je suis peut-être ringard, pardonnez-moi, mais quand un État s'engage, quand un pays donne sa parole, comme c'est le cas de la France, je crois qu'il doit la respecter. Moi, je suis pour qu'on traite ce grand pays qu'est la Turquie de bonne foi, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on me pose la question de savoir si la Turquie est dans les frontières de l'Europe, je vous réponds oui, elle peut l'être. Parce que ni l'histoire, ni la géographie ne sont probantes en la matière. Ce qui compte, c'est les valeurs qu'on est capable de partager, les valeurs des droits de l'homme, les valeurs de la démocratie. C'est les politiques qu'on peut mener en commun. Et là où je me sépare de vous, c'est parce que je refuse de faire peur au sujet de la Turquie. Vous dites que c'est la plateforme de l'islamisme. Pour moi, ça peut être exactement l'inverse. Oui. J'ajoute, parce que c'est très important, qu'il faut que la Turquie, pour entrer dans l'Union, respecte des conditions qu'elle n'est pas en mesure d'observer aujourd'hui. Pour ce qui concerne la démocratie, le régime, on ne peut pas avoir des militaires qui sont dans un régime en Europe. On ne peut pas avoir des minorités opprimées. On ne peut pas avoir des prisonniers politiques. Il faut reconnaître le génocide arménien. Mais si la Turquie fait tout ça, si elle fait tout ça, moi je dis oui, on peut discuter de la Turquie. En fait, on a tous halluciné quand Pierre Moscovici quand on a appris qu'il n'avait pas diffusé le rapport de la Cour des comptes sur l'immigration à temps, le 13 décembre, comme c'était prévu. Mais vous êtes le seul Français qui n'a pas été surpris, non ? Non, pas du tout surpris. Ouais. Non. Mais j'avais pas le souvenir, en fait, de ce débat. Mais bon, voilà. Et il me morigène. Vous avez vu ? Et il disait à l'époque, faut pas que l'Europe devienne un club chrétien. Donc, faut pas que que l'Europe se souvienne qu'elle a des racines. En fait, je vais vous dire, Pierre Moscovici, il appartient à la caste. Cette caste dirigeante est composée de gens inamovibles. Il est inamovible, vous pouvez pas le virer. Et de gens qui croient à la cité sans frontières ni racines. Il pense que le bonheur cosmique arrivera lorsqu'on se sera débarrassé des passions nationales mortifères. Et en réalité, je me souviens très bien, maintenant que vous avez repassé les images, que après ce débat, ou un autre débat, je crois qu'il y en a eu un autre, qui était encore plus rude, je lui ai dit, toi en fait, Pierre, tu es l'adepte de Bertolt Brecht. Elle me dit, pourquoi ? J'ai dit, Bertolt Brecht a dit, quand le peuple cesse d'obéir au gouvernement, il faut changer le peuple. La seule solution, c'est de changer de peuple. C'est ce qu'il propose. Laurent Wauquiez appelle à sa démission. Est-ce que Philippe de Villiers appelle également à la démission de Pierre Moscovici ? En un mot. Je propose à M. Attal, ça va être un test au carbone 14. Puisqu'il s'occupe de problèmes d'immigration et d'insécurité, oui, il y a eu une violation de l'article 44.7 de la Constitution, puisque la Cour des comptes est censée éclairer et assister le Parlement. Ça n'a pas été le cas. Il assume la décision, il faut qu'il assume les conséquences de la décision. Il s'agit d'une forfaiture. Je crois que c'est l'article 42-7. Mais Comment ? c'est un détail. Je crois que c'est l'article 42-7, mais c'est vraiment un tout petit détail. En revanche, on a 42-7 ? Je crois, on tient le pari. On a commencé l'émission, Philippe de Villiers, en parlant de Emmanuel Macron et cet appel au grand effacement, l'alerte, le grand effacement de la France. Eh bien, le poids de la France, il a été raconté la semaine dernière par Donald Trump lors d'un meeting. Le candidat à la présidentielle américaine avait eu un échange en 2019 avec Emmanuel Macron. Il revient sur l'imposition des entreprises américaines à hauteur de 25%. On est donc en 2019. La taxe GAFA sur les géants du numérique. Et en réponse, parce que ça ne plaît pas du tout à Donald Trump, le droit de douane pour les vins français aux US aurait pu augmenter de 100%.
selon Donald Trump. Et il explique, il raconte cet échange qu'il a eu avec Emmanuel Macron et cette crainte d'Emmanuel Macron. Écoutez, là aussi c'est savoureux. Macron, do you know Macron? He's a nice man. Macron, vous connaissez Macron? C'est un type très gentil, vraiment très gentil. Mais il est pour la France et moi pour les États-Unis. Emmanuel, j'ai cru comprendre que vous avez l'intention de taxer les entreprises américaines? Oui, la loi est passée. Eh bien, vous feriez mieux de l'annuler parce que si vous ne l'annulez pas, vous allez payer des droits de douane de 100% sur tous les vins et champagnes expédiés aux États-Unis à partir de ce soir. Je sais que c'est un point faible pour eux. Non, 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 vous ne pouvez pas faire ça, Donald, vous ne pouvez pas faire ça. Je vous donne 5 minutes. Il me rappelle et me dit « Ok, on est d'accord ». Ça m'a pris 5 minutes pour avoir son accord. C'était si facile. Il est en train, Donald Trump, Philippe de Villiers, de se moquer d'Emmanuel Macron. Mais vous savez, la vie internationale, c'est un grand bain. Il faut se jeter dans le bain. C'est une piscine, en fait. Une piscine où s'affrontent, se combattent, se débattent dans une eau sanguinolente, des caïmans et des crocodiles. Il faut avoir la force du caractère. Et là, en fait, Emmanuel Macron me fait penser face à un squale, à un poisson rouge d'appartement. L'article de la Constitution pour la Cour des comptes, c'est l'article 47-2, Philippe de Villiers. Je crois que et vous et moi aviez tort. Et moi aussi. Et vous aussi, Geoffroy Lejeune. Je me suis fait engueuler, j'ai reçu des SMS pour moi. Parlons de l'affaire Delon à présent, Philippe de Villiers, la semaine dernière, et on a reçu énormément de messages. Vous avez rendu hommage à Alain Delon en disant toute la partie polémique, l'utilisation qui en est faite par les médias, moi je la mets de côté. Je connais Alain Delon, c'est un ami, et je veux rendre hommage à Alain Delon. Il s'avère que cette semaine, Brigitte Bardot a fait de même. Voilà ce qu'elle dit. C'est lamentable de médiocrité de salir l'image d'Alain Delon, icône sublime qui représente la France avec panache. Geoffroy Lejeune a une question pour vous. En fait, vous dites pareil, enfin Brigitte Bardot dit pareil que vous. Est-ce que vous avez un message aujourd'hui à adresser déjà à Alain Delon? Vous lui avez parlé un peu via par notre voix la semaine dernière à Alain Delon et aux gens qui l'aiment. C'est difficile de répondre à votre question. Il ne faut pas tomber dans l'indélicatesse, il faut rester dans la discrétion. Simplement, ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, depuis 15 jours, l'exhibitionnisme des uns, pour régler des comptes, va au-devant du voyeurisme des autres. Et moi, je serais tenté de dire à la famille, quittez l'agora où vous n'avez rien à faire, occupez-vous de votre papa. L'intimité de votre famille ne regarde pas les journalistes, ni le public, qui doit garder la belle image. Praxitel, le visage souriant d'Alain. Et puis, je dirais aussi aux journalistes, je sais bien que l'audience est pour la presse ce que les élixirs aphrodisiaques sont à l'amour. C'est excitant. Mais du calme. On arrête les frais. Rentrez chez vous. Il est trop tard. Laissez tranquille Alain. Notre ami Alain. Un grand Français. Laissez-le. Et laissez l'imagination s'emparer de ce que ce beau visage a apporté au cinéma français et à la France tout entière. Voilà pour le message adressé, Philippe de Villiers, à Alain Delon et sa famille, mais également aux médias. Philippe de Villiers, on a connu une semaine de grand froid. La neige, le gel, avec des conséquences dramatiques. Dans l'histoire, Philippe de Villiers, quand on pense au froid, on peut penser à Napoléon, à la campagne en Russie, à ce qu'on appelait également la Bérésina. Et vous vouliez nous en parler aujourd'hui. J'ai retrouvé le journal intime d'un grognard vendéen qui était fifre d'honneur
parmi les oiseaux de paradis, comme on les appelait, de la musique de la Grande Armée. Et il raconte sa retraite de Russie. Le 19 octobre, au cœur de la nuit, la Grande Armée quitte Moscou et commence sa retraite. Le froid s'invite très vite, -5, -10, -20. Il faut briser la glace pour faire manger les chevaux. La faim fait de nous des bêtes humaines, des enragés. Quand il n'y a plus de farine, on mange les chevaux. Quand il n'y a plus de chevaux, on mange des quartiers d'humains grillés. L'effondrement de la force morale accompagne la lente descente aux enfers. Il n'y a plus d'instruction, il n'y a plus d'ordre serré. On n'entend même plus le son assourdi du canon sur la neige. Mes doigts sont devenus des salsifis. Les flûtes sont devenues des bâtons de givre. Et nous tous, nous sommes devenus les soldats d'une armée qui n'a plus de combattants. Des soldats sans discipline, des chefs sans troupes, des canonniers sans canon, des cavaliers sans monture, des musiciens sans musique. Napoléon était obéi. Il ne l'est plus. Napoléon était invincible. Il ne l'est plus. À côté de moi, il y a le sergent-major qui grommelle. Mais quel est donc ce conscrit impubère qui a pris la décision de rester trop longtemps à Moscou? Il faut être un conscrit impubère pour faire de ces hommes des bonhommes de neige au bout du monde. Qui est ce génie militaire qui a cru que l'été allait durer tout l'hiver? On s'enfonce, on marche, on titube, on glisse sur les glaces éternelles. Et je vois autour de moi des corbeaux qui s'envolent et qui retombent, saisis par le froid. Alors, une seule pensée me tient debout. Il ne faut pas que je tombe, parce que celui qui tombe, je le vois à chaque heure du jour et de la nuit, ne se relève pas. Il choisit la neige comme linceul. Bientôt je vois une petite lumière diaphane, une petite lumière tiède au loin, l'ouest. Mon petit Liré, je vais revenir, je marche, je suis prêt à traverser l'enfer pour retrouver ma France chérie. Là-bas, le soleil et la mort ne se regardent jamais fixement. On a eu le conte de Noël, on a désormais le conte de la retraite de Russie. Philippe de Villiers, on dit tout aux téléspectateurs. On devait parler du Mont Saint-Michel, mais l'émission s'achève. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va promettre que la semaine prochaine, le Mont Saint-Michel, millénaire, 3 millions de visiteurs chaque année, eh bien vous allez nous raconter la semaine prochaine votre Mont Saint-Michel, votre histoire. Vous savez pourquoi ? Ah bah oui. Parce qu'il y a des gens qui sont en grève. Oui, parce qu'on a juste... Allez, 10 secondes, vraiment 10 secondes, Philippe. 10 secondes, parce qu'ils ne veulent pas monter les 365 marches. Il y a aussi d'autres... Et il se trouve que moi, ces marches, je les ai comptées, recomptées, avec mon frère et ma sœur, parce que tous les ans, on allait au Mont-Saint-Michel, on comptait les marches, et pour moi, elles ont une signification profonde et très poétique. Eh bien, c'est une bien belle manière de teaser pour la semaine prochaine l'une des thématiques. Merci beaucoup Philippe de Villiers, Geoffroy Lejeune, un grand merci. L'info se poursuit sur CNews, on se retrouve dans un instant avec l'heure des pros, à tout de suite.